Bilan, succès, défis, enjeux actuels, perspectives d'avenir. Que dire de la coopération entre la RDC et la Belgique ? Édition spéciale ce lundi 23 septembre après le journal de 19h avec Roxal de Bilderling, ambassadeur de Belgique en RDC, et Jean Van Wetter, directeur général de l'agence belge au développement Enabel. Rediffusion mardi 24 septembre après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition spéciale. Aujourd'hui, on parle de 25 ans de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Alors, on va faire le bilan, on va parler des succès, on va parler des défis, on va parler de l'enjeu, on va parler aussi des échecs, des perspectives. Il faut savoir que cette coopération est l'accomplissement des fruits des relations entre nos deux pays. Je rappelle que la Belgique a colonisé le Congo. Historique des relations, on en reparlera avec vous. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo. On va parler aussi de la réalité de la coopération avec vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean Van Wetter, vous êtes le directeur général d'Enabel. Alors pour la curiosité, parce qu'on ne parle que de 25 ans de coopération, d'abord, Enabel, ça veut dire quoi ? Et deux, 25 ans seulement pour des pays qui maintiennent des relations d'ailleurs souvent houleuses et des liens de coopération depuis plus longtemps que ça. Donc effectivement, c'est 25 ans d'Enabel, la création de l'agence, mais c'est évidemment plus de relations historiques entre la Belgique et la RDC, et Madame l'ambassadeur en parlera. Alors Enabel, ça veut dire quoi ? C'est un jeu de mots entre enable en anglais, rendre possible, rendre le changement possible, et Bel de Belgique. Et donc c'est un nom qui nous convient bien, qui correspond bien à notre mandat d'être un facilitateur de changement. On avait pourtant l'impression que CTB pour coopération technique belge correspondait plus à Enabel. On correspond plus à la coopération technique belge. J'avais un côté, donc effectivement, c'était le premier nom de l'agence, c'était la CTB, coopération technique belge. Il y a 7 ans, on était rebaptisé Enable, mais c'est pas qu'un changement de nom, c'est un mandat plus large aussi, et qui correspond bien dans les tendances actuelles de la coopération, parce qu'on veut, entre guillemets, désiloter la coopération internationale, que ce soit pas vu comme un secteur, mais plutôt comme un vecteur de changement, et pour ça, de travailler beaucoup plus à un niveau politique, à un niveau économique, à un niveau social, et finalement d'être un acteur qui arrive à combiner les différentes forces en présence. C'est pour ça que je suis ravi d'être ici avec Madame l'ambassadeur, parce qu'on travaille étroitement en format, ce qu'on appelle équipe belge, Team Belgium, pour se renforcer mutuellement entre les différents acteurs qui travaillent ici au Congo. Évidemment aussi les partenaires gouvernementaux, privés et non gouvernementaux congolais. Alors, bilan, succès, échec, défis, enjeux actuels et perspectives. Avec vous, Madame l'ambassadeur, on va démarrer. Monsieur Jean Van Wetter parle de coopération vecteur de changement. Quel bilan, en des termes simples et courts, pouvez-vous faire de cette coopération ? Est-ce que de ce qui était à son lancement, les résultats sont probants aujourd'hui ? Alors c'est très difficile à résumer en quelques mots. C'est un partenariat, c'est un travail ensemble qui a connu, comme vous l'avez dit, des hauts et des bas, des périodes plus difficiles. Et comme toute relation, on a des moments où ça se passe un peu mieux, des moments où ça se passe un peu moins bien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la Belgique, d'abord, consacre à la RDC son premier partenariat. C'est le pays qui reçoit non seulement la plus grande enveloppe de notre coopération, mais aussi une présence beaucoup plus forte et dans toute une série de domaines. Je crois que ça, c'est quand même important de le souligner. Et puis, évidemment, l'impact, les résultats de toute cette coopération, ça se mesure de façon pas toujours évidente en chiffres ou en termes, mais je pense que c'est un accompagnement, comme j'ai dit, c'est un partenariat et ça montre la volonté de continuer à s'investir ensemble et accompagner le changement du pays vers un mieux, on l'espère. Quand on parle de coopération entre les deux pays, on parle d'agriculture et de développement rural, d'éducation, de santé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un début de réalisation de ce que vous ou M. Jean Wetter qualifiez de vecteur de changement ?
Oui, on est présent, on accompagne, comme je disais, le gouvernement dans la mise en œuvre de ces réformes. On voit que maintenant, avec le gouvernement qui a pris ses fonctions il y a quelques mois, il y a vraiment un programme d'action de gouvernement, il y a des priorités bien établies et le programme qu'on met en œuvre correspond à ces priorités. Et en fait, on a surtout un appui au niveau de la mise en œuvre de ces priorités. Et c'est pour ça que c'est parfois difficile de mesurer l'impact. Quand vous êtes là et que vous accompagnez le changement, vous ne pouvez pas vraiment mesurer à quel point ce changement, quelle est votre part de responsabilité dans la mise en œuvre de ce changement. Ce qui est important, c'est de regarder ensemble aux priorités qu'on veut mettre en œuvre et d'être sûr qu'on peut faire tout ce qu'on peut pour être avec notre partenaire dans la réalisation de ces priorités. Je prends un exemple. Dans le domaine de la santé, c'est un domaine dans lequel on est historiquement très présent. Il y a toujours eu des acteurs belges dans le domaine de la santé, pas uniquement la coopération gouvernementale, mais aussi les ONG et d'autres acteurs. Et on est présent pour aider le gouvernement à mettre en œuvre sa priorité aujourd'hui, qui est la couverture de santé universelle et qui a commencé avec la mise en œuvre de la maternité gratuite dans certains centres. Et voilà, notre action, c'est de veiller non seulement dans le secteur de la santé à ce que tout l'accompagnement administratif, budgétaire, etc. se mette en place, mais vraiment aussi qu'au sein de la création du budget de l'État, il y ait des lignes qui soient prévues pour ça. Et donc, on a aussi un appui au niveau de la gouvernance financière économique pour permettre que cet accompagnement porte ses fruits. Alors, parce que j'ai vu et j'ai comparé avec, parce que vous êtes présente dans beaucoup de pays, on va y revenir avec vous, M. Jean Van Wetter, mais au niveau politique, qui définit ces thèmes ? Agriculture, éducation et santé. C'est vous ou c'est la RDC ou c'est vous deux ensemble? Les deux, bien sûr. Évidemment, ça va de soi, c'est un partenariat. Donc, ça a été une longue négociation ensemble avec nos partenaires du gouvernement pour être d'accord sur le programme à mettre en œuvre. On ne va pas venir et dire, nous, on veut faire ça. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi longue négociation? Pourquoi longue négociation si votre partenaire nous dit, je veux ça? Pourquoi négocier? Ça veut dire que vous aviez plutôt autre chose en tête? Parce que nous aussi, on doit choisir d'être actifs là où on peut avoir une valeur ajoutée. On n'est peut-être pas excellent dans tous les domaines, désolé. Mais je crois qu'on doit pouvoir, comme je disais par exemple dans le domaine de la santé, on a un historique de présence, on a une force qui peut nous permettre de faire la différence. Et on doit essayer de se concentrer sur les domaines où on peut avoir un impact. Et donc c'est pour ça que nous, on vient avec ce qu'on pense pouvoir faire. Le gouvernement vient avec ce qu'il voudrait que nous puissions faire. Et on essaye de réconcilier. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord, on a un programme d'action sur 5 ans qui a été signé fin 2022 et qui est maintenant en pleine mise en œuvre. Je pense que ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il n'est pas qu'à Kinshasa avec le gouvernement fédéral, mais il est sur les 3 niveaux de pouvoir, c'est-à-dire à la fois au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et uniquement réalisé... Parce que dans le passé, l'historique, c'est vous. On a beaucoup parlé de relations via les ONG. Là, on parle d'un programme uniquement avec le gouvernement, pas via des ONG. Non, on a aussi un programme avec des ONG qui est quasi aussi important en valeur. On a évidemment un grand programme de coopération non gouvernementale. Simplement, aujourd'hui, on est avec Enabel, qui est l'acteur qui met en œuvre cette partie-là, si vous voulez, la partie gouvernementale. Et d'ailleurs, qui met aussi en œuvre des programmes d'autres financements, ça M. Van Wetter peut aussi l'expliquer, par exemple pour l'Union européenne. Mais Enabel, c'est vraiment en grande partie le programme gouvernemental. Donc notez bien qu'il y a des niveaux de coopération Enabel pour tout ce qui est avec le gouvernement, avec les ONG. Pour les ONG, organisations non gouvernementales, l'enveloppe est identique à celle mise à disposition de Enabel? Bon, grosso modo, c'est peut-être un petit peu moins, je pense, pour l'enveloppe, mais c'est en fait, on peut dire qu'en gros, la Belgique ici met en œuvre un programme, ça varie d'une année à l'autre, etc., d'environ 100 millions par an, et à peu près une bonne moitié, c'est le programme d'Enabel. Donc, 500 millions sur la RDC, dont la moitié pour le gouvernement directement. 100 millions par an. Oui. Alors, parlons d'Enabel. On a parlé tout à l'heure bilan, vecteur de changement. Je vous tiens là-dessus, hein, vecteur de changement. C'est votre terme. Bilan, succès, échec, défi, enjeu actuel, perspective. J'en reviendrai avec Madame l'ambassadeur. Mais quel bilan? Madame l'ambassadeur ne peut pas le faire. Vous savez quand même nous faire un bilan de ce que vous avez fait au Congo.
Bilan sur le Congo ou bilan global? Bilan sur le Congo. Bilan sur le Congo, je pense qu'il faut le lier justement au bilan global. On est dans un secteur, enfin un contexte géopolitique qui évolue extrêmement rapidement. Et comme je dis, la coopération évolue et ne travaille plus en silo. Et donc, on doit être vu dans un contexte de relations géopolitiques au niveau mondial, relations entre la Belgique et la RDC, mais aussi relations entre l'Europe et l'Afrique. Et nous, on a fait une nouvelle stratégie il y a 4 ans et on a changé le paradigme. Le paradigme, c'est de dire au-delà de l'aide. On n'est plus une agence de développement, on est plutôt, comme je l'ai dit, un vecteur. Et on est parti autour de défis globaux qui sont des défis communs. Le changement climatique, et là le Congo a un énorme potentiel, étant la 2e réserve de biodiversité mondiale. La santé, on l'a vu avec le Covid et maintenant avec le Mpox, la santé n'a pas de frontières, on parle de santé globale, et donc ce sont des enjeux qui concernent le Congo, mais aussi les pays voisins et l'Europe. La sécurité, ce sont aussi des enjeux globaux, et donc notre vision, elle est de se dire, on sort du secteur de la coopération pour être cet acteur de changement. Alors, bilan sur le Congo, c'est finalement en lien avec ces évolutions. Il y a plein de succès. Donc, Mme l'ambassadeur l'a mentionné sur la santé. C'est des millions de personnes qui ont accédé à des meilleurs systèmes de santé. La force de l'Agence belge de développement par rapport à d'autres acteurs, c'est une présence locale très forte. On a plus de 500 personnes qui travaillent ici au Congo, en majorité des Congolais, qui travaillent en coordination avec les acteurs locaux et qui permettent, dans des zones reculées, on dit souvent, on a fait une évaluation externe de notre stratégie récemment, et une des conclusions, c'est Enable est là où personne d'autre n'est. Et effectivement, c'est un choix politique qui a été fait en concertation avec le gouvernement congolais, de travailler aussi dans des provinces plus reculées. Ce serait plus facile de travailler en capitale, mais finalement, on a peu de programmes à Kinshasa. La plupart de nos programmes sont dans les provinces. Donc, santé, des millions de personnes qui ont accès à la santé. L'agriculture, innovation dans les techniques d'agriculture. Formation, emploi. De nombreux succès, éducation de base, primaire, secondaire, mais aussi formation professionnelle. Et là, de plus en plus, un lien avec le secteur privé. On travaille au Katanga en coordination avec le secteur minier. Et ici, à Kinshasa, on a un programme qui s'appelle Kinemploi, qui travaille avec un nombre croissant d'entreprises. Et là, c'est aussi une évolution qu'on veut donner, de travailler avec les acteurs économiques et d'être se renforcer mutuellement pour obtenir plus d'impact et s'assurer que la croissance économique bénéficie à une plus large proportion de la population. Un succès que moi j'aime bien mentionner, c'est les bacs. Parfois on fait du changement institutionnel, comme Madame l'ambassadeur disait, ça prend du temps, des réformes de la santé, réformes de l'éducation, et le résultat est peut-être moins tangible directement pour les populations, mais on a aussi à côté de ça des projets tangibles. On a financé énormément de bacs qui permettent de traverser les fleuves et rivières, qui sont autogérés par les communautés locales. Certains ont été mis en place il y a plus de 15 ans ou 20 ans et sont toujours d'actualité et permettent le désenclavement des zones rurales. On n'est pas à mettre des logos Enable Belgique partout, on ne sait même plus que c'était financé par la Belgique, mais ça a été fait et ça permet à des millions de Congolaises et de Congolais d'avoir accès à des marchés et de désenclaver les zones. On impacte aussi dans l'innovation des petites choses, mais tout ce qui est santé digitale. On a travaillé en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Blue Square qui permet de digitaliser l'accès aux services de santé, de faire des cartes sanitaires qui sont essentielles maintenant dans la gestion du Mpox et qui l'ont été dans les plans de riposte Covid. Donc il y a des défis, mais il y a aussi beaucoup de résultats concrets. Il y a beaucoup de succès, mais il y a beaucoup d'échecs aussi. Il y a des échecs et je pense qu'il faut pouvoir le dire et c'est la discussion qu'on a ici avec Madame l'ambassadeur. Je pense que ce qu'on veut faire en tant qu'Enable, c'est promouvoir ce que j'appelle le dialogue authentique. Le dialogue authentique, c'est de pas dire que tout va bien, c'est plutôt d'exprimer les succès et les défis et de pouvoir aussi admettre qu'un projet n'est pas fonctionné. Vous préférez dire défi à échec? Oui, je pense que moi les défis, c'est sur ce qu'il y a à faire de mieux demain. Ouais. Mais moi, je voudrais peut-être qu'on tire expérience et leçon de ce qui est échec. Voilà. Vous avez parlé de dialogue véritable, c'est ça? Authentique. Authentique. Dialogue authentique avec qui? Avec les autorités et les personnes avec qui on met en œuvre les projets. Mais c'est un changement de culture, je pense, aussi bien dans la relation bilatérale entre un pays et l'agence, mais aussi dans le secteur de la coopération internationale, si je reprends le terme secteur, parce qu'on est attendu, puisqu'on utilise de l'argent du contribuable, on est attendu à tout le temps montrer des résultats positifs.
Et je pense que c'est important, dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit toujours que l'échec permet d'apprendre et permet de faire mieux après. Là, je pense que dans le secteur, c'est la même chose. On doit pouvoir admettre l'échec, apprendre de cet échec et reformuler des programmes de manière différente en tenant compte des leçons apprises. Question de curiosité pour ceux notamment qui financent, j'entends le contribuable belge, les échecs sont dus à quoi? Elles sont dues à la mauvaise mise en place du projet, elles sont dues au contexte, parce que vous avez dit que vous agissez beaucoup à l'intérieur du pays, les infrastructures sont peut-être pas toujours présentes, ou elles sont dues à un défaut de vérité dans l'exécution, je veux le dire comme ça, des partenaires congolais? Vous mentionnez 3 causes d'échec qui sont les bonnes. En fait, la première, c'est effectivement le design, la formulation d'un programme. Parfois, on a tendance à vouloir être trop optimiste sur des capacités locales. Je vous donne un exemple. Si on fait un programme dans l'éducation et qu'on va dire on va former des enseignants et qu'on va rénover des écoles, le problème fondamental, c'est le salaire de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant est rémunéré ou pas? Est-ce qu'il est ou elle suffisamment rémunéré? Ça, c'est la base. C'est illusoire de croire qu'on va améliorer la qualité de l'enseignement si ça ne s'accompagne pas d'une réforme. Et donc, je pense que les conditions de base d'un programme sont essentielles et parfois de mieux les formuler et mieux les discuter avant le programme. Après, oui, dans la mise en œuvre, on peut avoir un programme qui est bien formulé et après des difficultés dans la mise en œuvre. Les contextes évoluent. Il y a évidemment les crises sécuritaires, parfois des crises climatiques, et donc il faut avoir une certaine flexibilité. Et ça, en tant que directeur de l'agence, je prône aussi beaucoup pour une plus grande flexibilité pour adapter nos programmes à l'évolution des contextes dans lesquels on travaille. Ça me paraît essentiel. Et puis oui, il y a parfois dans la mise en œuvre des difficultés qui apparaissent. Avec les autorités congolaises. Le contact avec les autorités congolaises passe très bien, de manière générale, et quand on a le dialogue authentique, ça permet souvent d'ajuster. Moi, je suis ravi du niveau de dialogue qu'on a avec les autorités, ce qui nous permet d'adapter les programmes quand il le faut. De ce dialogue authentique, Madame l'ambassadeur, on en parle? On peut? Bien sûr. Quelle est la plus grosse difficulté? Qu'est-ce que les Congolais ou les Belges, des deux côtés, parce qu'il y a des choses que les uns et les autres peuvent ne pas comprendre. Quelle est la plus grosse difficulté de ce dialogue authentique? Oui, c'est une grande question, mais je crois, pour enchaîner sur ce que Jean Van Meter disait, c'est que si on met en œuvre un programme et que le jour où on arrête, il n'y a plus rien, ça ne va pas. Et donc c'est là où la responsabilité de prendre le relais incombe aux autorités, qu'elles soient locales ou provinciales ou nationales. Et donc, il peut y avoir eu des programmes dans lesquels ce relais ne s'est pas passé pour toute une série de raisons. Parfois, c'est pas forcément une question de volonté, mais c'est là où on doit assurer que lorsqu'on fait une intervention, elle est durable dans le temps. Et pour être durable dans le temps, il faut que la responsabilité de ce qui est fait soit reprise après par les autorités. Et ça ne peut se faire que par un dialogue et se mettre d'accord sur la façon dont on le fait. Ça, c'est en cas de réussite. Oui, mais donc l'échec, ça ne fonctionne pas. Mais l'échec, ça peut être aussi à la mise en route. Monsieur Jean Van Meter a dit tout à l'heure, réaliser notamment dans le domaine de l'éducation des programmes avec des personnes qui, en termes salariales, peuvent ne pas être motivées. Est-ce que la Belgique a tout intérêt à continuer dans des secteurs où ce genre d'impasse existe ? Ben ça, c'est la question, et c'est pour ça qu'on parle de flexibilité. Donc, on se met d'accord sur un programme sur 5 ans, et puis maintenant, par exemple, en cours de programme, il y a un nouveau gouvernement. Donc, on regarde quelles sont les priorités de ce gouvernement, on regarde ce qu'on a déjà mis en œuvre jusqu'ici, et c'est un dialogue permanent. On se dit, est-ce qu'on est bon, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit peut-être un peu adapter? Parce qu'on ne doit pas à tout prix vouloir mettre en œuvre ce programme s'il y a des choses qui ne se réalisent peut-être pas idéalement. Et donc ça doit faire l'objet de ce dialogue permanent dont on a parlé, et on doit être prêt à avoir un peu de flexibilité si nécessaire pour ne pas s'entêter et avancer là où on peut vraiment avoir un impact et réaliser quelque chose. Dans votre entendement, qui doit adapter quoi? Celui qui reçoit l'aide ou celui qui donne l'aide? Mais comme on dit, c'est des deux côtés. It takes two to tango. Il faut être des deux côtés. Donc, il faut que nous, on soit prêts à adapter la façon dont on met en œuvre nos ressources. Et il faut aussi que les autorités ou les partenaires avec lesquels on travaille soient prêts à s'adapter, peut-être si on constate que la méthode appliquée ne fonctionne pas. C'est des deux côtés. On ne fait jamais rien tout seul. On travaille ensemble. C'est vraiment un partenariat.
Monsieur Van de Wetter, dans le cas parce que c'est vous qui l'avez cité, dans le cas où la difficulté vient de la RDC, notamment dans la faiblesse du revenu de votre interlocuteur. Parce que la personne que vous venez aider, il voit bien que vous êtes plus à l'aise que lui. Il voit peut-être bien aussi que lui, en plus des charges qu'il a du fait de sa fonction, on lui demande quelque chose de plus avec pas forcément un salaire supplémentaire. Ce qui va indubitablement, irrémédiablement, ou qui peut amener à l'échec de ce programme. Enabel fait quoi? Mais je pense qu'il faut changer le discours et le paradigme. On n'est plus dans l'aide. Je pense que, comme je disais, notre stratégie, c'est au-delà de l'aide. On est un partenaire pour résoudre ensemble les défis de la planète. Et donc, pour nous, on vient en réponse à des réformes que le gouvernement congolais veut faire. Donc, je reviens à la discussion qu'on avait précédemment. C'est pas la Belgique qui décide ce qu'on va faire ici. C'est plutôt la demande du gouvernement congolais. Et nous, je dirais qu'on appuie avec nos moyens financiers et techniques des réformes en cours. Donc, la responsabilité de la mise en œuvre, elle est majoritairement dans le chef du gouvernement congolais. Donc, il ne faut pas voir la logique comme une aide. C'est plutôt une collaboration ou un partenariat pour réaliser les défis du Congo. Pour répondre à votre question, oui, c'est un défi, c'est que dans certaines provinces où les moyens sont très limités, on vient parfois avec des moyens qui peuvent se substituer aux moyens de l'État. Et là, on est on fait maintenant beaucoup plus d'analyse, ce que j'appellerais politique chez Enable, c'est de voir quels seraient les effets indus de notre intervention. Parce que si on vient avec des moyens qui sont disproportionnés par rapport aux revenus locaux, on crée cette espèce de déséquilibre. Et donc, c'est pour ça que dans le dialogue avec le gouvernement, on veut s'insérer dans des politiques nationales et s'assurer qu'on ne vienne pas avec un programme qui serait perçu comme parallèle, comme étant doté de moyens supérieurs à un autre programme et qui viendrait finalement troubler le développement local. Ça me paraît essentiel. Et donc, pour ça, on ne doit pas être vu comme un partenaire externe qui vient avec un budget supplémentaire, mais plutôt comme un partenaire qui accompagne des réformes en cours avec des moyens avant tout techniques. Hein. Le travail de l'agence, et c'est ce qui fait la force, je pense, de la coopération belge par rapport à d'autres, c'est une présence locale très forte avec, comme je le disais, 500 personnes sur le territoire du Congo, dont la majorité de Congolais. Et donc, on est aussi un employeur ici et on ne vient pas finalement avec des sommes d'argent externe énorme, on vient plus avec une capacité technique d'accompagner des réformes qui sont voulues par le gouvernement. Non, mais in fine, puisque vous avez dit, c'est votre expression vecteur de changement, est-ce que cette présence qui ne change pas le quotidien des uns et des autres, du Congolais, ce n'est pas, à la limite, vous avez dit que vous faites des bacs, vous faites plein de choses qui sont peut-être pas dans votre ADN. Ce n'est pas la déresponsabilisation des autorités du pays où vous travaillez? Non, parce que... Je sais pas, c'est peut-être l'ambassadeur qui peut répondre si ça vous gêne. Je vais bien répondre. Non, au contraire. Et c'est pour ça que je vous dis, l'idée, c'est que une fois qu'une certaine forme de façon de travailler, un certain accompagnement est mis en œuvre, l'idée, c'est qu'après, les autorités prennent le relais. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une question de se substituer du tout. Bien au contraire, c'est vraiment un accompagnement pour que les choses fonctionnent mieux et au bénéfice des citoyens. Mais je ne vous rejoins pas quand vous dites que ça n'a pas d'impact sur la vie quotidienne des Congolais, parce que là, je crois que c'est pas correct. On vient de parler du programme, par exemple, de formation à l'emploi. C'est des centaines de personnes qui ont trouvé un job aujourd'hui grâce à cette formation. Des formations très concrètes et qui maintenant sont de plus en plus axées sur les besoins du secteur privé pour vraiment... ça débouche sur un emploi, c'est très, très, très concret. Il y a aussi le développement maintenant de possibilités de stage en entreprise. Ça n'existait pas avant, mais qui débouche sur des contrats réels. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas d'impact. Je crois que si c'est l'impression que j'ai donnée, c'est pas ça. Je pense que l'impact est difficile dans certains programmes. Quand vous avez quelqu'un qui va améliorer, par exemple, avec le comité de réforme congolais, encore une fois, nous, on ne fait pas les choses à la place, on travaille avec. C'est ça, coopération. Si vous regardez l'origine du mot, ça veut dire travailler avec quelqu'un, avec votre partenaire. Si vous mettez quelqu'un dans le comité de réforme financière, par exemple, vous allez travailler au quotidien pour que les autorités congolaises arrivent mieux à utiliser leurs revenus pour mettre en œuvre leur politique. C'est ça, le ministère des Finances, le ministère du Budget, c'est à ça que ça sert. Comment allez-vous pouvoir mesurer que le travail qui est fait par l'expert va vraiment concrètement
avoir tel ou tel impact. Mais si ça peut aider à ce que demain, il y ait une vraie ligne budgétaire sur la gratuité de la maternité, ça aura un impact sur plein de mères qui ne vont pas mourir en couche, sur plein d'enfants qui vont être en meilleure santé, mais ce sera vraiment difficile de le savoir à quel point l'intervention de l'expert aura eu cet impact-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis très bien, mais comprenez-moi aussi, quand on parle d'impact, on se dit qu'au bout de 60 ans, peut-être, ou 25 ans, puisqu'on parle d'Enable, au bout de 25 ans, on peut avoir de plus gros résultats que ceux auxquels on arrive. Ça peut être du fait d'Enable, de la Belgique ou de la République démocratique du Congo. Je n'accuse personne. Ma question, c'est, on le voit dans les débats aussi au niveau des parlements belges ou du gouvernement belge, la question, c'est pourquoi continuer à aider alors que le pays ne change pas? Bon, ça c'est vous qui dites que le pays ne change pas. Je pense que le pays change, peut-être pas suffisamment rapidement. Je parle des débats au Parlement belge et au sein du gouvernement belge. Je comprends bien, et c'est pour ça que dans l'approche, on doit mieux convaincre de l'utilité et en fait de la nécessité, y compris pour la Belgique, de s'impliquer et d'être actif à travers notamment les programmes, de tels programmes en RDC. Comme Jean Van Wetter le disait, la RDC, on parle de pays solution, parce que la RDC a cette biodiversité, cette nature incroyable, ces minerais aussi qui sont indispensables à l'accompagnement de la transition énergétique. Il faut aussi voir comment on peut être modestement, en tant que partenaire de la RDC, un des acteurs aussi de ce changement et accompagner cette évolution. Alors là, on est vraiment totalement sur le volet politique. Excusez-moi, M. Van Wetter, vous avez dit de la nécessité pour la Belgique, et à côté, vous dites modestement. On en arrive peut-être au cœur du problème. En quoi est-ce que la Belgique doit obligatoirement être présent, alors que ici au Congo, on attendrait plus des pays occidentaux, plus de partenariats que de coopération. Entendez, ce pays a besoin de se développer. À un moment donné, les sommes qui sont injectées dans le pays, ça peut traiter des épiphénomènes, des phénomènes plus importants. Je le reconnais aussi. Enable, vous faites quelque chose, vous êtes présent partout. Et si vous n'étiez pas présent, notamment à l'intérieur du pays, des catastrophes seraient supplémentaires au quotidien. Mais entre coopération et industrialisation ou partenariat, pourquoi ne pas privilégier ce qui obligatoirement va entraîner la résolution de ce que vous venez soigner depuis 60 ans avec des enveloppes plus ou moins importantes et des conflits, parce qu'on n'en a pas encore parlé. L'histoire entre les deux pays a aussi été beaucoup de conflits quand le papa belge ou l'oncle belge a voulu faire la leçon au neveu congolais. Mais je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'un exclut l'autre. Les deux sont importants. Je crois qu'avec une intervention au niveau notamment de la gouvernance financière et l'accompagnement de ce secteur, eh bien, vous pouvez faciliter après l'entrée d'investisseurs privés et de l'industrialisation, etc. Le programme, par exemple, agricole, il vise aussi la transformation des produits agricoles. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Au contraire, et de plus en plus, je crois qu'on prend conscience de l'importance de travailler main dans la main entre ce qui est le traditionnel secteur de la coopération et les investissements, l'économie, le commerce, etc. L'un ne va pas sans l'autre, tout est connecté et je crois que justement ces interventions-là peuvent aider davantage à ce que le secteur privé puisse venir faire la différence dans ce pays. Jean Van Wetter, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que vous parlez du débat actuellement en Belgique et je suis content que vous le suiviez parce que je pense que le débat montre en fait la difficulté d'exprimer et de comprendre ce qu'est le rôle de la coopération. Et actuellement, trop de gens voient la coopération comme de l'aide au développement, ce qui était le paradigme, je dirais, d'il y a 20 ans. On est sorti de ce paradigme, on n'est plus du tout dans une logique, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aide, et on n'est plus dans une logique de secteur cloisonné. Donc, quand je dis Enable est un vecteur, c'est la vérité. On réunit les différents acteurs. On a signé actuellement en Belgique 70 accords de partenariat public-public avec les ministères belges, mais aussi les universités, les centres de recherche. Le meilleur exemple, c'est sur la vaccination. Quand il y a eu le Covid,
On n'a pas voulu juste distribuer des vaccins, on a voulu travailler avec l'Union africaine pour produire des vaccins localement. On a un partenariat avec le Sénégal où on produit localement des vaccins. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a attiré l'investissement privé. La Belgique est un écosystème de l'industrie pharmaceutique. On a attiré des investissements privés et on a travaillé avec le Sénégal sur la mise en place d'une agence du médicament, comme on le fait en Europe. On travaille aussi avec l'Union africaine sur la mise en place d'une agence africaine du médicament et faire ce que j'appelle du leapfrogging, que l'Afrique finalement bypass les étapes qu'on a eues en Europe pour faire mieux en s'inspirant de nos échecs ou de nos leçons apprises. Dans plein d'autres thèmes, on parle du secteur minier ou de la traçabilité des minerais. Là aussi, il y a un potentiel de collaboration avec le privé. Et donc, je mentionnais les partenariats publics, mais à côté de ça, on a maintenant une quinzaine de partenariats avec le monde privé pour aussi se renforcer mutuellement. Donc, le message principal que j'aimerais bien avoir ici, c'est vraiment se dire, ne voyez pas la coopération comme de l'aide classique, voyez la coopération comme un vecteur qui rassemble les forces, les parties prenantes, que ce soit gouvernemental congolais, secteur privé congolais, secteur privé international et le monde de la société civile pour ensemble être plus forts. Je pense que le temps des petits projets à gauche et à droite est terminé et ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble. Congo, c'est 100 millions d'habitants, c'est plus grand que l'Europe en superficie, enfin, c'est 80 fois la Belgique. La Belgique seule ne peut pas tout résoudre. La Belgique est un acteur clé parce qu'on a une proximité, une relation historique, une certaine forme de complicité qui nous permet de jouer un rôle clé, mais on doit le faire ensemble avec nos partenaires pour avoir un impact plus large. Madame l'ambassadeur disait tout à l'heure que la plus grande déception, c'est qu'une fois que le projet est réalisé, il n'y ait pas de durabilité après le départ. Alors, comment Enabel intègre-t-elle ces questions de durabilité et de résilience dans ses projets? Voilà. Donc c'est un des critères, on a 5 critères d'évaluation de la performance d'un programme, donc la durabilité est un des 5. Et moi je pense qu'il faut être parfois plus réaliste, c'est-à-dire dans certains contextes on aura de la durabilité, dans certains autres pas. Vous parliez des questions de sécurité ou des zones, si on travaille dans une zone où il y a une insécurité croissante, réduire ce sentiment d'insécurité est déjà un résultat. Est-ce qu'il est durable? On ne sait pas. Ça dépend de l'évolution du contexte. Mais pour les populations locales, c'est déjà un impact significatif. Et pour moi, si on a un impact significatif sur des populations, même dans une durée courte, c'est déjà beaucoup. Et donc, ce vieux mythe de la durabilité à long terme, je pense qu'il faut parfois pouvoir le mettre de côté dans certains contextes. Idéalement, oui, il faudrait que tous nos projets soient durables sur le long terme. Mais je vais vous paraphraser une phrase que j'aime bien. On nous demande de résoudre les problèmes les plus complexes dans les zones les plus difficiles, en espérant le faire avec un budget limité. Il faut être réaliste, hein, même si c'est 50 millions par an. C'est pas grand-chose. Le volume total de l'aide au développement au niveau mondial, si on reprend toutes les agences, etc., tout ce que fait les États-Unis, le Japon, l'Europe, c'est moins que le budget de la santé du Royaume-Uni sur une année. D'où la question, Madame l'ambassadeur, de l'utilité de le faire. Vous allez promettre telle ou telle chose à Ngombe Matadi, au Congo central. Tant que vous êtes là, ça marche, mais le jour où vous êtes parti, c'est... Je n'ai pas dit que c'était toujours comme ça. Hein. On parlait tout à l'heure des exemples d'échecs possibles. Et les exemples d'échecs possibles, c'est quand parfois on se rend compte qu'une intervention n'a peut-être pas d'impact dans la durée. Ça ne veut pas dire que tous les programmes s'arrêtent systématiquement à chaque fois qu'on s'en va. Ça, je pense que quand même, il faut rectifier cette perception-là. Maintenant, pourquoi faut-il le faire? Bon, parce qu'on a la conviction que c'est une bonne façon d'accompagner, comme on le disait, un investissement aussi plus large et faire des choses ensemble pour un mieux. C'est un vecteur de changement, comme le disait Jean Van Letter. Je pense que c'est une bonne façon de le résumer. Mais les résultats sont là. Hein. Enfin, c'est des millions de personnes qui ont accès à l'éducation, des millions qui ont amélioré le système de santé. On travaille dans la santé depuis plus de 10 ans dans 3 provinces. Quand j'écoute les partenaires sur place, ils disent si vous n'étiez pas venu, on ne pourrait pas maintenir un niveau de santé de base. Et ça, il faut quand même... oui, moi, je suis très fier des résultats qu'on a au Congo. Comme dans tout secteur, on peut faire mieux dans certains cas, mais honnêtement, on peut être fier des résultats accomplis, mais être honnête sur ce qui ne marche pas dans une logique d'apprentissage. J'ai pas retenu, vous disiez tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure de dialogue... Oui, authentique. De dialogue authentique. Mais dans ce dialogue authentique, pourquoi à un moment donné, vous ne dites pas à vos interlocuteurs, on n'est pas éternel, oui. Faites quelque chose,
mettons en place avec le secteur privé s'il le faut, puisque on parle d'innovation, même Enabel, même vous avez évolué au fil des années. Vous êtes passé de la coopération à l'aide au développement et demain, on l'espère, à l'investissement dans un pays qui a besoin d'un véritable plan Marshall. Ce dialogue authentique ne vous permet pas de donner plus que de l'espoir à ceux qui profitent de votre présence tant que vous êtes là? Oui, donc je vous donne un exemple de dialogue authentique. Il y a un an, on était avec une mission parlementaire belge à Lubumbashi, au Katanga, et le gouverneur nous disait, tiens, pourquoi il n'y a plus d'entreprises belges qui investissent suffisamment ici? On leur donne les raisons, et donc de pouvoir, et aussi en Europe, c'est un challenge, quand on parle à des chefs ou des chefs d'entreprises européennes, dire pourquoi ne pas investir plus en Afrique. Au niveau de la relation Europe-Afrique, il y a un programme qui s'appelle Global Gateway, dont le but principal est d'encourager l'investissement dans les infrastructures et dans le secteur privé en Afrique, avec plein de mécanismes de de-risking, de garantie. Et malgré ça, on constate une sorte de frilosité des entreprises à venir investir. Dialogue authentique, c'est d'expliquer pourquoi les entreprises n'investissent pas suffisamment et d'encourager qu'il y en ait plus. Et donc, il faut diminuer la perception du risque pour les entreprises. Et là, le rôle d'une agence comme Enable est clé parce qu'on travaille sur des réformes administratives, simplifier l'investissement. On a un programme de gouvernance financière. Dans le programme actuel, on travaille avec le ministère des Finances aussi pour augmenter les revenus de l'État. Et donc, de s'inscrire vraiment dans un dialogue authentique pour attirer l'investissement. Oui, on le fait. On n'est plus dans une logique, je dis, séparée, mais cette collaboration pour participer à l'industrialisation du pays et attirer l'investissement étranger fait partie de notre mandat. Et je pense que l'avenir va aller vers ça. Il y a un potentiel inouï. Le potentiel du Congo par rapport à l'Europe, c'est la jeunesse. La jeunesse créative, c'est l'innovation, la capacité de réfléchir à l'innovation 2.0, à bypasser ce que nous, on n'a pas fait ou on a fait. Et je pense qu'il faut beaucoup plus miser sur cette capacité qui existe dans le pays. Moi, j'ai la chance d'être parfois coach de stagiaires de l'ENA Congo, dans le cadre d'une collaboration qu'on a avec l'Institut Egmont. Ça va jusque-là, hein? Pardon ? Ça va jusque-là, la coopération. Oui. Okay. Mais donc, c'est très intéressant. Donc, je suis en contact régulier avec des jeunes Congolais. Je suis épaté de la côté créatif, le côté vouloir envie de changer. Et donc, il faut rester optimiste. Je pense que un discours pessimiste n'est jamais bon. Restons optimistes. Vous parlez d'investissement, pourquoi pas autant en République démocratique du Congo? Vous avez dit que c'est dans votre aujourd'hui. On parle des innovations d'Enabel aussi. Vous avez aussi évoqué le de-risking. Je regrette de ne pas vous avoir rencontré à Bruxelles pendant notre semaine Belgique au mois de juin. De de-risking, on a parlé. Comment est-ce qu'on peut espérer qu'un pays ou que des investisseurs d'un pays investissent dans un autre alors que les banques belges ferment les comptes des Congolais? Mais vous avez posé la bonne question. Et c'est ça ma vision, c'est de décloisonner. Actuellement, des décisions peuvent être prises. C'est la même chose au niveau de l'Union européenne entre la DG International Partnership et la DG Trade. Il faut absolument avoir une meilleure cohérence des politiques. Et effectivement, si on veut favoriser l'investissement, même chose, il y a les règles de due diligence au niveau européen qui sont bonnes dans l'absolu, mais qui peuvent faire peur à certains investisseurs. Et donc, il faut avoir une logique plus holistique de la coopération internationale. Et ça nécessite, je pense, des réformes aussi en Europe dans la manière dont on fonctionne. Mais je pense qu'on évolue avec Global Gateway dans la bonne direction. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail. Et justement, pour parler du travail, puisque vous avez parlé de mise en place des thèmes de manière commune, moi, je suis parti voir ce que vous faites dans les autres pays. Alors, cette question s'adresse à vous deux. On a parlé d'innovation. L'Enabel pourrait faire en sorte, et on a beaucoup parlé d'investissement plutôt que de coopération. Entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, j'ai aimé ça. Pourquoi entrepreneuriat chez nous, c'est pas plus développé?
Il y a un soutien à l'entrepreneuriat. Les formations, par exemple, de Kin-Emploi, ce n'est pas uniquement des formations techniques, il y a aussi des formations à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai assisté à des ateliers où on aidait de jeunes entrepreneurs à faire une étude de marché ou à mieux viser quels sont leurs clients et comment s'adresser à eux, à mieux faire un bilan de leurs recettes et de leurs coûts, etc., etc. Il y a des formations, mais vraiment très, très concrètes qui aident les entrepreneurs à passer, souvent ceux qui ont démarré un petit business, hein, il y a beaucoup de gens qui ont une petite activité, mais c'est les aider à grandir, à franchir le pas supérieur pour vraiment arriver à développer une entreprise, peut-être même encore recruter des gens, etc. Donc l'entrepreneuriat est vraiment pleinement intégré dans ce qu'on fait ici. Mais c'est clairement écrit en Côte d'Ivoire, cela ne se limite qu'à l'éducation et non pas à l'aide aux investissements. Vous avez dit que Enabel pouvait faire en sorte d'attirer les investisseurs sur le continent. L'entrepreneuriat de Côte d'Ivoire ne peut pas être entrepreneuriat en République démocratique du Congo avec peut-être la création ou la mise en place de personnes clés pour faciliter cet investissement et participer à l'amélioration du doing business, non? On n'en est pas là? Une excellente question. En fait, et merci de mentionner la Côte d'Ivoire parce que ça correspond à notre vision de travailler aussi de manière plus régionale. Dans le passé, on avait des programmes pays différents qui étaient effectivement liés aux attentes de chaque pays. Mais je pense que de plus en plus, on doit travailler à niveau régional et mettre aussi en connexion un entrepreneur ivoirien avec un entrepreneur congolais et peut-être belge aussi. Et belge, voilà. Et donc, c'est vrai qu'avec la Côte d'Ivoire, ce qu'on a, c'est des programmes financés par l'Union européenne qui sont assez innovants, où on fait venir des entrepreneurs ivoiriens en Belgique pendant 6 mois dans le cadre d'une migration légale. On les met en contact avec des entrepreneurs belges et ensemble, ils redéveloppent des nouveaux programmes. Le meilleur exemple, ce serait un producteur de cacao ivoirien qui vient en Belgique, on le met en relation avec un chocolatier et ensemble ils produisent du chocolat en Côte d'Ivoire. On pourrait très bien faire ça au Congo. Mais d'ailleurs, on le fait avec des programmes régionaux et je donne un exemple. On a un nouveau programme qu'on vient de développer qui est panafricain, qui s'appelle Opportunity Driven TVET, désolé c'est en anglais, mais donc c'est de changer la formation professionnelle pour la rendre que la demande vienne du secteur de l'entreprise, et c'est ouvert aux entreprises congolaises qui souhaiteraient postuler avec des fonds. Donc on pourra financer directement l'entreprise qui souhaite mettre en place des programmes de formation professionnelle qui répondent mieux aux besoins des entreprises. On a aussi un fonds d'innovation sur l'ensemble de l'Afrique qui s'appelle WeHubit, mais qu'on va rebaptiser Innovation Fund tout court, qui est aussi ouvert à des acteurs congolais, aussi bien privés que société civile. Et donc il faut regarder aussi les opportunités. Là, c'est un message que je fais à vos auditrices et auditeurs. Enable dans sa globalité, puisqu'on a de plus en plus de programmes panafricains qui permettent aussi de la mise en relation d'acteurs avec d'autres. On travaille ici sur l'entrepreneuriat avec Kinshasa Digital, j'oublie le nom, Digital Academy, je pense, qui forme des jeunes ici au coding et qui offre également des possibilités d'entrepreneuriat avec des financements. Et alors un dernier mot, il y a l'agence Bio, qui est notre partenaire, qui Bio Invest, qui est l'agence, la banque belge de développement, qui, elle, investit directement dans des entreprises congolaises et on travaille Enable Bio de plus en plus main dans la main pour accompagner les entreprises congolaises à accéder les fonds de bio parce que le ticket d'entrée est assez élevé et on se rend compte que c'est pas toujours facile pour les entreprises d'accéder aux critères de bio. Alors maintenant, je parle sur les différents, puisqu'on parle Afrique, je me suis intéressé à ce que vous faites ailleurs. Accès à la justice, ce serait très intéressant au Congo. Je sais que vous ne pouvez pas tout faire, mais peut-être que à l'avenir, dire dans votre dialogue authentique que cela pourrait aussi y faire partie. Digitalisation au service du développement en Ouganda, utilisation productive des énergies renouvelables au Mozambique, mais ici chez nous on n'a pas assez d'électricité et on est en plein dedans. Très actualité en République démocratique du Congo, la gestion des déchets en Guinée. On peut parler aussi de la décentralisation, mais je voudrais qu'on s'arrête encore en Guinée d'un programme She Decides. Chez nous, ça n'existe pas. Oui, bon, mais évidemment, vous pouvez prendre tous les programmes, on ne peut pas tout faire, comme vous l'avez dit. Maintenant, dans le domaine de la justice, par exemple, Enabel met en œuvre un programme sous financement européen, le programme d'appui à la justice. Et donc là, quelque part, on fait partie du Team Europe, et c'est un très bel exemple qui l'illustre. Dans les domaines, par exemple, de collecte des déchets, on a aussi le prix à l'entrepreneuriat qui est
est soutenu avec la Fondation Rabaudouin et qui a, si je ne me trompe pas, l'année dernière, récompensé une jeune entreprise qui travaillait dans le tri des déchets et le ramassage des déchets. Donc il y a des initiatives, il faut aller un peu voir où cela se réalise, mais c'est vrai que voilà, c'est constamment, et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut de la flexibilité, parce que peut-être que dans la mise en œuvre du programme, on se rend compte que, tiens, mais là, il y a peut-être un domaine où on pourrait faire quelque chose, où on pourrait faire la différence, et donc c'est là où il faut voir à quel point on peut adapter, être flexible, sans évidemment tout le temps remettre en question ce qu'on fait, parce que sinon, alors on n'avance jamais. Parlons perspective, comment Enabel envisage-t-elle l'avenir de la coopération entre aujourd'hui, parce que j'ai posé beaucoup de questions, vous êtes peut-être dit j'étais dur à tel ou tel endroit, tel et tel n'est pas assez connu. L'avenir, c'est quoi? On continue ce qu'on fait malgré tous les défauts, en s'appuyant sur le dialogue authentique, ou on repense tout, quitte à passer de Enabel à ANAPI. ANAPI, ici, c'est l'Agence nationale de la promotion de l'investissement. Mais ANAPI, on a déjà eu des contacts avec eux, donc moi je pense qu'on ne va pas tout changer. Par contre, oui, on est en évolution constante et je pense qu'une bonne coopération, une bonne organisation, moi je dis toujours, Enable, on est aussi une entreprise et donc on doit pouvoir s'adapter à l'évolution des contextes dans lesquels on évolue. Et comme je le disais, notre rôle est de rassembler, donc travailler plus avec les investisseurs, c'est clairement l'objectif. La coopération internationale est dans une période charnière. Vous avez mentionné les débats qu'il y a en Belgique, mais il faut suivre aussi les débats au niveau de l'Union européenne. Il faut voir le rapport de Mario Draghi qui a été publié la semaine passée, qui montre l'évolution de l'Europe. On est aussi dans un monde géopolitique où il y a d'autres acteurs. Hier, en arrivant, je voyais la construction de la nouvelle Arena qui est construite par des entreprises turques ici à Kinshasa. Et donc, il y a de nouveaux acteurs, et tant mieux, parce que ça donne finalement plus de coopération également au-delà de l'Europe avec d'autres. Et Enable, moi je me réjouis du nombre de partenariats qu'on a pu signer avec des acteurs européens en gardant notre spécificité belge. Et notre spécificité, c'est la proximité. Et notre force, c'est la connaissance du contexte. Je le rappelle, 400 Congolais qui travaillent pour Enable. Donc on n'est pas une organisation... on ne peut pas nous taxer d'être une agence belge qui s'occupe que des intérêts belges et européens. On est une agence qui comprend le contexte, mais qui en même temps est en connexion avec le monde extérieur et qui peut aussi vous amener ici au Congo ces connexions. Et je suis ravi de vos questions, que vous regardiez ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, ou ce qu'on fait en Ouganda, ou ce qu'on fait au Mozambique, parce que ça montre l'intérêt. Et moi, je ne demande pas mieux que le partenaire lui dise, tiens, voilà... En Mozambique, on travaille uniquement sur le renouvelable et la transition énergétique. On développe des programmes avec la Namibie sur l'hydrogène vert. Si le gouvernement congolais nous pose des questions sur ces programmes-là, on sera ravis d'ouvrir un dialogue et de discuter avec eux sur les évolutions que prend le programme. Maintenant, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire, comme disait l'ambassadeur. On doit pouvoir... le succès sera si on a un nombre limité de programmes, donc avec des résultats concrets. Si on commence à faire du saupoudrage, on va se perdre. Mais les choix doivent être des choix stratégiques qui viennent avant tout du gouvernement. Moi, je voudrais aussi donner 2 exemples. On était présent, par exemple, à la Mining Week en juin, avec un stand belge qui comprenait aussi Enabel. Et donc, on travaille ensemble, secteur privé et Enabel, donc l'accompagnement est là et vise à promouvoir l'entrepreneuriat, l'activité économique. Et alors aussi, je voudrais dire que début octobre, il y aura une mission économique qui vient ici en RDC dans le domaine de la construction. Et les contacts sont aussi toujours présents avec Enabel pour voir là où on peut avoir des synergies. Donc je crois qu'il faut vraiment de plus en plus travailler ensemble. Mais c'est clair qu'on est conscient de la volonté aussi de stimuler l'entrepreneuriat, de stimuler aussi les investissements en RDC, d'être présent. Et on s'inspire aussi de vos suggestions quand on mène cet exercice. Certains voient dans les systèmes ou services de coopération internationale comme de l'opportunisme occidental face à de nouveaux partenaires mondiaux. Tout à l'heure, on a cité la RNA turque, on parle beaucoup de Chine, de Russie aussi. À eux, vous dites quoi? Vous leur répondez quoi?
Bon, c'est un peu cynique et je pense qu'on cherche toujours à trouver des motifs. On est là depuis bien plus longtemps que ça, donc je ne vois pas pourquoi maintenant tout à coup le fait qu'on reste devienne par cynisme et par compétition. Comme on le dit, il y a tellement de défis et de choses à faire qu'on ne peut que se réjouir qu'il y ait davantage de partenaires qui soient actifs et présents ici. Donc moi, je pense que de ce côté-là, c'est à la RDC de faire le choix des partenaires avec lesquels elle veut travailler. Ce n'est pas à nous du tout d'imposer qui peut ou ne peut pas venir mener des programmes de coopération ici, bien au contraire. Ça, c'est une chose. Je pense que la deuxième chose, c'est évidemment de voir dans quel contexte on travaille et d'essayer d'harmoniser au mieux les interventions. Et c'est pour ça qu'on a des tas de groupes de travail, de bailleurs, etc., pour essayer de voir ensemble si on ne fait pas des doublons, si on s'aligne tous bien aux priorités du gouvernement, etc. Donc il y a comme une série de dispositions à mettre en place pour que toutes ces interventions soient au mieux utilisées pour le bien de la population congolaise. Vous dites que vous êtes là depuis bien longtemps. Dans le passé, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment lorsque le maréchal Mobutu remettait tout en question et disait que la coopération profitait plus à la Belgique qu'au Zaïre. C'est toujours le cas aujourd'hui. Beaucoup d'argent est investi ou annoncé investi au Congo, mais beaucoup rentrent toujours autant en Belgique, ou c'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est pas du tout l'objectif. En tout cas, ça, je pense que quand même, c'est assez... Bon, mais on connaît aussi le contexte de l'époque, les critiques sur la gestion de l'État, les problèmes de corruption, etc. Et donc, c'était un peu sa technique, c'est de contre-attaquer quand il y avait des critiques. Je pense que... Oui, mais là, le sujet avait été aussi mis à la une chez vous. La coopération retenait beaucoup d'argent en Belgique, en personnel, en moyens, en business. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire que Enabel investit toujours autant, voire plus, mais encore plus dans le pays de destination que dans le pays d'origine? Je pense que... Oui. Enfin oui, on le dit, ne fût-ce que le nombre d'employés qui travaillent pour Enabel, par exemple, c'est majoritairement des Congolais. Je pense que de ce côté-là, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup évolué. Je pense que dans le temps, on fonctionnait peut-être différemment. Donc là, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je suis convaincue que c'est vraiment l'objectif d'investir et que l'impact se voit ici. On ne fait pas de la moi, je pense que c'est vraiment, vous mentionnez le monde géopolitique qui change, c'est vraiment notre ADN d'être au bénéfice des Congolais. Enfin, c'est pas, il y a effectivement notre personnel, mais on n'a quasi aucun return, entre guillemets, enfin, sur la Belgique. Aussi, de plus en plus, on investit dans nos ressources humaines ici pour donner l'opportunité à des Congolais d'aller travailler dans nos programmes à l'étranger. Et ça, c'est aussi des opportunités de carrière, entre guillemets, qu'on veut donner à nos collègues. Donc, de sortir de cette logique, entre guillemets, comme je disais, top-down, relation d'une agence de coopération, mais d'être un vecteur de changement et d'offrir des possibilités aussi à nos partenaires et collègues congolais de voir ce qu'on fait ailleurs. Et moi, je ne demande pas mieux de mettre en relation, vous m'avez mentionné la Côte d'Ivoire plus tôt, mais de mettre en relation nos programmes ici avec ce qu'on fait à l'étranger. La suite va être très politique. RDC, première enveloppe. Après, c'est Rwanda. Ensuite, c'est, vous me l'avez dit, Palestine et Ukraine. Des pays qui sont tous dans des situations un peu compliquées. La Belgique, heureusement, au niveau international, nous recevions d'ailleurs au mois de juin, pendant la semaine Belgique, la chef de la diplomatie belge, Adja Labib, qui le reconnaissait. Le Rwanda, en tout cas, son action n'est pas, et comme le Congo dit, n'est pas saine en République démocratique du Congo. Le Congo demande des sanctions, mais vous, la coopération, vous la maintenez, mais vous soutenez dans le même ordre l'Ukraine qui a agressé et la Palestine, pour lequel la Belgique a été claire par rapport à Israël. Alors, ça va continuer comme ça ou même au niveau de la coopération, la Belgique peut faire en sorte que le Rwanda soit mis à l'index au profit de la RDC? C'est pas mettre à l'index au profit d'eux. Je crois que la Belgique a été très très claire à dénoncer ce qui se passe dans l'Est du Congo, à dénoncer la présence forte de troupes rwandaises dans l'Est du Congo et le rôle déstabilisateur que cela joue. La Belgique joue aussi un rôle dans les instances internationales, que ce soit au sein de l'Union européenne, ensemble avec nos partenaires pour adopter des sanctions. Un nouveau train de sanctions a été adopté au mois de juin, plus rapidement que prévu en raison de l'urgence de
pousser justement la possibilité d'avoir ce dialogue de Luanda entre les deux pays et essayer d'avancer pour la paix, parce que l'urgence, c'est ça, c'est la paix, c'est la fin des violences. Et ça, il faut jamais oublier que c'est ça la priorité numéro 1, c'est d'arrêter les souffrances et les violences. Donc la Belgique joue ce rôle. Partout où elle peut, elle reste convaincue et motivée et concernée par ce qui se passe. Ça, je crois que c'est essentiel. Et c'est pas du tout ambivalent, c'est pas du tout équivoque, c'est très clair. On a des positions très claires et on les assume et on les a toujours affirmées. Maintenant, l'impact que ça aura sur toute une série de décisions, je crois que c'est pas du tout à nous d'en parler à ce moment. Vous savez aussi qu'en Belgique, il y a un gouvernement qui est en formation. Il faudra voir ce qui va être issu de ce gouvernement et quelle sera la politique qui sera imprimée à ce moment-là. Vous parlez du gouvernement en gestation. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. J'ai envie de terminer là-dessus. En Europe, de plus en plus, on voit que les efforts de l'Europe se concentrent plus sur l'Europe. Et d'ailleurs, regarder vers l'extérieur du monde devient plus un défaut ou une erreur pour celui qui veut obtenir le suffrage universel. Est-ce que demain, vous pouvez nous dire que Enabel, qui fait beaucoup, vous l'avez dit, ne se verra pas amputée de tout ce qu'elle espère encore faire avec cette évolution de l'électorat en Belgique ? Bon, d'abord, on n'a pas une boule de cristal, on ne va pas voir ce qu'il y a dans le programme de gouvernement, mais je crois que tout pays qui s'est isolé et a regardé dans son nombril l'a regretté par la suite. On est dans un monde interconnecté, on ne peut pas se contenter de sa petite réalité locale. Le monde d'aujourd'hui a besoin de cette interconnexion et c'est aussi dans notre intérêt que la RDC aille dans le bon sens et se développe, et parce qu'il y a des opportunités, parce que c'est un pays qui peut vraiment jouer un rôle indispensable dans l'avenir du monde. Et donc, ce serait une grave erreur, je pense, de se retourner sur soi et de ne plus vouloir avoir d'interaction. Mais je ne pense pas que ce sera la direction. La Belgique, on dit toujours, c'est un petit pays très ouvert. On dépend énormément de notre commerce international, de nos relations, de la stabilité mondiale. Donc, il faudra qu'on s'imprime aussi dans cette dynamique-là à l'avenir. Ça, j'en suis convaincue. Monsieur Jean de Wetter, je rappelle que vous êtes le DG d'Enabel, pour dire la puissance et la capacité de la Belgique de faire plus à l'étranger. Madame Roxane Birdeling, vous êtes ambassadeur de la République de la Belgique en République démocratique du Congo. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être un petit dernier mot, on vous revoit bientôt, on fait un nouveau point dans 25 ans ou un peu plus régulièrement, Monsieur Jean de Van Wetter? Merci pour cette excellente interview et moi à votre disposition pour faire un point plus régulièrement. Je pense que c'est très utile. Vous avez mentionné le risque d'isolation de l'Europe et de repli sur soi et je pense qu'il faut communiquer et vous jouez un rôle clair, communiquer ici au Congo mais communiquer aussi en Europe. Donc moi je ferai bien l'interview avec vous à Bruxelles pour un public européen aussi, pour expliquer aux Européens et aux Belges ce qu'on fait. Je pense que en tout cas j'ai fort apprécié les questions et l'authenticité du dialogue. Merci. J'ai bien apprécié moi votre venue à deux. Comme pour dire le technique et le politique ont des choses à dire et ne cachent rien et veulent le faire en toute transparence. Madame l'ambassadeur, Monsieur Van Wetter, je vous remercie. L'actualité continue sur votre radio. Rediffusion de cette émission demain matin, 7h.